Un juge se moque du discours d'un homme noir âgé, choqué lorsqu'il force le Congrès à réécrire la loi. À 74 ans, Léonard avait une allure discrète mais résolue, contrastant fortement avec la grandeur du monde juridique auquel il était désormais confronté. Dans son autre main, il serrait un dossier en carton Kraft usé, aux bords effilochés par les fréquentes manipulations, contenant l'aboutissement d'années de détermination discrète. À mesure qu'il avançait dans l'allée, l'atmosphère changea subtilement. Certains participants échangèrent des regards sceptiques, d'autres détournèrent les yeux, refusant de reconnaître le vieil homme qui osait défier l'ordre établi. Une greffière se pencha vers l'huissier, lui chuchotant une question sur l'identité de Léonard, d'un ton teinté d'incrédulité. Pourtant, Léonard demeurait imperturbable, le regard fixé devant lui, contournant les rangées d'avocats et de fonctionnaires qui incarnaient le pouvoir et les privilèges qu'il observait depuis longtemps, depuis la périphérie. Arrivé à la table des plaignants, Léonard prit place, une place généralement réservée à ceux qui exerçaient une influence ou une fortune. Il ne possédait ni l'un ni l'autre. Sa présence témoignait de la quête inébranlable d'un père pour que justice soit rendue à son fils, Darien Massey, emprisonné à tort 2 ans plus tôt pour un crime qu'il n'avait pas commis. Cold Springs, en Géorgie, la ville où la vie de Darien avait été bouleversée, portait une histoire marquée par des vérités cachées et des hiérarchies bien ancrées. L'accusation s'appuyait sur une seule vidéo de surveillance granuleuse et des aveux obtenus sans l'aide d'un avocat. À l'insu du jury, ces aveux avaient été manipulés, leur authenticité compromise par des agents sous le commandement du chef de police Raymond Heller, un homme dont les relations s'étendaient jusqu'aux plus hautes sphères de la politique de l'État. Léonard était resté silencieux lors du procès initial, son chagrin aggravé par un sentiment d'impuissance. Mais le temps n'avait pas entamé sa détermination. Aujourd'hui, il a engagé une action civile non seulement contre la ville, mais aussi contre le service de police responsable de l'incarcération injuste de son fils. Le juge Daniel Hargrave présidait l'affaire, une personnalité connue pour son attitude sardonique et ses subtils préjugés, favorisant souvent les personnes politiquement connectées aux personnes marginalisées. Lorsque le procès commença, l'indifférence du juge Hargrave était palpable. Il se pencha en avant, l'air d'une lassitude feinte, et souligna la nécessité d'agir rapidement, son regard se posant brièvement sur Léonard avec une pointe de dédain. La salle d'audience répondit par un rire étouffé, un rejet collectif de la quête de justice du vieil homme. Imperturbable, Léonard ouvrit son dossier, révélant non seulement des documents juridiques, mais aussi des déclarations sous serment scellées et une clé USB contenant des preuves remettant en cause le fondement même de l'accusation portée contre son fils. Le contenu de ce dossier reflétait des années d'enquête minutieuse, le parcours laborieux d'un père à travers un labyrinthe de bureaucratie et d'obscurantisme. Les actions de Léonard dans cette salle d'audience ne visaient pas seulement à disculper son fils. Elles constituaient une mise en accusation d'un système qui les avait tous deux laissés tomber. Sa présence a bouleversé le statu quo, obligeant les détenteurs du pouvoir à affronter les vérités dérangeantes qu'ils avaient longtemps ignorées. La salle d'audience, autrefois symbole d'une autorité insurmontable, servait désormais de scène à un récit de résilience et d'amour paternel indéfectible. Au fil de l'audience, le poids du témoignage de Léonard a commencé à envahir la salle, remettant en question les idées reçues et obligeant à réévaluer l'affaire. L'attitude du juge a subtilement changé, sa moquerie initiale remplacée par un malaise croissant. Les avocats, autrefois dédaigneux, examinaient maintenant le contenu du dossier de Léonard avec un sérieux retrouvé. À cet instant, la salle d'audience s'est transformée. Ce n'était plus un lieu où le pouvoir dictait les résultats sans contestation. La quête inébranlable de justice de Léonard Massey avait instauré une nouvelle dynamique, où la vérité avait le potentiel de l'emporter sur une corruption bien ancrée. Le chemin à parcourir restait semé d'embûches, mais les bases étaient posées pour une justice qui attendait depuis longtemps. Le juge Hargrave, connu pour son air sardonique, ne put s'empêcher d'esquisser un sourire narquois, remarquant la transition de Léonard,
de concierge à avocat autoproclamé. Des rires résonnèrent dans la salle, mais ils se dissipèrent rapidement lorsque Léonard inséra une clé USB dans l'écran de la salle d'audience. L'écran vacilla avant de diffuser un fichier audio grésillant, puis une voix glaçante se fit entendre, évoquant un projet de piéger Darien Massey en raison de sa vulnérabilité. L'enregistrement était daté de 2 semaines avant l'arrestation de Darien, et la voix était sans équivoque celle de l'agent Clay Mercer, désormais lieutenant. Des exclamations emplirent la salle d'audience tandis que la gravité de la preuve s'imposait. Léonard expliqua qu'il avait obtenu l'enregistrement d'un ancien répartiteur de Cold Springs sur son lit de mort, qu'il avait imploré de le faire valoir. Le juge Hargrave, visiblement perturbé, ordonna que la déclaration soit radiée du procès-verbal. Léonard, imperturbable, frappa du poing sur la table, affirmant que la vérité ne pouvait plus être passée sous silence. Au cours de l'heure qui suivit, Léonard présenta méticuleusement la chronologie de la corruption. Rapports falsifiés, images de caméras embarquées dissimulées et relevés téléphoniques incriminants entre le chef de la police et le bureau privé du sénateur James Yarrow. Il révéla que le neveu du sénateur était le suspect initial, mais que les preuves contre lui avaient été délibérément occultées. Le juge Hargrave l'interrompit, qualifiant les efforts de Léonard d'enquête de justicier. Ce à quoi Léonard répondit par une déclaration péremptoire de père en quête de justice. L'effervescence médiatique s'intensifia à l'extérieur de la salle d'audience, les caméras capturant chaque développement. À la fin de la journée, 2 représentants de l'État demandèrent un contrôle judiciaire, reconnaissant la gravité des allégations. Ce soir-là, une réunion clandestine eut lieu dans une propriété privée, où l'assistant du gouverneur, le chef de la police et le sénateur Yarrow exprimèrent leur inquiétude face à l'influence croissante de Léonard. Le sénateur Yarrow, en particulier, exigea une action immédiate pour discréditer Léonard, craignant l'effondrement de leur façade, soigneusement construite. Le lendemain matin, Léonard retourna au tribunal, imperturbable face aux événements de la veille. L'atmosphère était tendue, avec un renforcement de la sécurité et une présence médiatique accrue. Le juge Hargrave, visiblement agité, tenta de reprendre le contrôle de la procédure. Cependant, la détermination inébranlable de Léonard et l'accumulation de preuves rendirent de plus en plus difficile le rejet de ses accusations. Au fil du procès, Léonard continua de révéler l'ampleur de la corruption, reliant les différents responsables aux défaillances systémiques ayant conduit à l'emprisonnement injustifié de son fils. La salle d'audience, autrefois dédaigneuse, écouta désormais attentivement le poids des révélations s'imprégnant. La quête incessante de justice de Léonard avait transformé le récit, forçant les personnes au pouvoir à assumer les conséquences de leurs actes. À huis clos, les conspirateurs s'efforcèrent de contenir les retombées. Ils ont orchestré une campagne de diffamation contre Léonard, fouillant dans son passé à la recherche du moindre faux pas susceptible de ternir sa crédibilité. Malgré leurs efforts, l'intégrité de Léonard est restée inattaquable, son engagement envers la vérité inébranlable. Le public, galvanisé par le courage de Léonard, a commencé à exiger des comptes. Des manifestations ont éclaté devant le palais de justice, les citoyens réclamant la démission des fonctionnaires corrompus et la mise en œuvre de réformes systémiques. La pression s'est intensifiée et ces figures autrefois intouchables se sont retrouvées sous surveillance. Dans la salle d'audience, la plaidoirie finale de Léonard a été l'aboutissement de ses efforts exhaustifs. Il a exposé les preuves avec précision, ne laissant aucune place au doute. Le jury, ému par le récit convaincant et les faits indéniables, a délibéré avec un sens des responsabilités retrouvées. À la lecture du verdict, un silence s'est installé dans la salle d'audience. Le jury a donné raison à Léonard Massey, reconnaissant les graves injustices commises contre son fils. Cette décision a provoqué une onde de choc au sein des institutions juridiques et politiques, marquant un tournant dans la lutte contre la corruption. Léonard, bien que blanchi, est resté humble. Il s'est adressé au tribunal, exprimant l'espoir que cette victoire ouvrirait la voie à un changement significatif. Son parcours, marqué par la résilience et un amour indéfectible pour son fils,
avait déclenché un mouvement qui remettait en cause les fondements mêmes d'un système défaillant. Devant le palais de justice, des sympathisants se sont rassemblés pour célébrer le triomphe de la justice. Léonard, debout au milieu de la foule, réfléchissait au chemin ardu qui l'avait conduit à ce moment. Ses actions avaient non seulement innocenté son fils, mais avaient aussi révélé la corruption des institutions censées faire respecter la loi. Dans les jours qui ont suivi, des enquêtes ont été ouvertes, des fonctionnaires ont été tenus responsables et des réformes ont été engagées. Le combat de Léonard a mis en lumière les failles du système, suscitant une prise de conscience collective. Son héritage témoigne du pouvoir de la persévérance et de l'impact qu'un individu peut avoir dans la quête de justice. 2 jours plus tard, Léonard Massé est revenu au tribunal. La froide façade en pierre du palais de justice du comté de Decalbe se dressait au-dessus de sa tête, mais cette fois, elle ne l'intimidait pas. Il n'y est pas entré en tant que concierge, ni simplement en tant que père en deuil. Il est entré comme le visage d'un mouvement. Le hall du palais de justice était méconnaissable. Mur à mur, il vibrait de vie. Les étudiants en droit serraient leurs cahiers, griffonnant des citations avant d'entrer dans la salle d'audience. Les journalistes orientaient les caméras et chuchotaient dans les micros. Même quelques anciens officiers de Cold Springs, désormais démissionnaires et prêts à parler, étaient assis tranquillement au fond, leur badge rendu, mais leur conscience s'était avivée. La nouvelle s'était répandue. Léonard Massé n'était plus seulement un homme se battant pour son fils. Il dénonçait un système que beaucoup avaient appris à supporter en silence. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue par l'impatience. Les bancs d'audience débordaient. Les journalistes se tenaient côte à côte avec des citoyens ordinaires venus de l'autre côté des frontières de l'État pour assister à la révélation du prochain chapitre. Et là, debout, une fois de plus à la table des plaignants, Léonard serrait une simple feuille de papier, froissée, usée par les intempéries et légèrement tremblante dans ses mains calleuses. Ce n'était pas le stress, c'était le poids de tout ce qui l'avait amené ici, les années, les mensonges, la combinaison taille-enfant que son fils avait été contraint d'enfiler. Le juge Hargrave, assis dans son fauteuil à haut dossier, tel un roi au-dessus d'un château en ruine, ajusta ses lunettes et se pencha en avant avec une impatience lasse. Il haussa un sourcil, parlant avant que Léonard n'ait pu ouvrir la bouche. Il rappela à Léonard qu'il s'agissait d'un tribunal et non d'un office dominical et le mit en garde contre une nouvelle explosion émotionnelle. Le ton du juge trahissait la même suffisance qui avait autrefois balayé son chagrin d'un petit rire, la même condescendance qui avait souri tandis que Léonard trébuchait dans la terminologie juridique, avec pour seul élan le désespoir et des lois photocopiées. Mais Léonard ne broncha pas. Il ne leva même pas les yeux immédiatement. Il déplia calmement le papier qu'il tenait à la main, fixant les mots qu'il avait écrits à 2 heures du matin sous la lumière vacillante d'une lampe de cuisine qui cachait à peine l'obscurité. Il les avait écrits non pas par compassion, mais parce qu'il ne se faisait plus confiance pour parler librement sans que sa fureur ne le submerge. Il commença lentement, d'une voix basse mais assurée, chaque mot ancré dans sa mémoire et sa conviction. Il se présenta non pas avec des titres ou des distinctions, mais avec la vérité. Léonard Massé, l'homme qui nettoyait ces mêmes sols. L'homme qui avait récuré le vomi des toilettes des cellules de détention et vidé les poubelles, laissant des assignations à comparaître déchiquetées comme des os. Il avait tout vu de la base. Et de ce point de vue, la justice n'avait pas l'air d'une noble institution. Elle ressemblait à un spectacle truqué, un masque, un jeu de faveurs échangés à huis clos dont les pauvres payaient le prix. Il raconta le greffier qui avait négligemment modifié un horodatage, pensant que personne ne s'en était aperçu. Il l'avait fait. Il décrivit comment les avocats de la défense se moquaient de leurs clients autour d'un verre dans la salle de pause, comment les accusés indigents étaient passés de main en main comme des fardeaux. Il ne dit rien alors, car une partie de lui croyait encore que le système s'auto-corrigeait, qu'au fond, la vérité finissait toujours par percer.
Mais ce n'était pas le cas. Son silence leur avait donné le temps de détruire la vie de son fils. Hargrave tenta d'intervenir. Sa voix n'était pas forte, mais l'autorité qui la sous-tendait résonna dans la salle d'audience comme un coup de fouet. Il leva les yeux au ciel, prêt à déclarer le témoignage de Léonard sans intérêt. Mais cette fois, Léonard ne s'arrêta pas. Il éleva la voix, non par manque de respect, mais par nécessité. Ce n'était pas une explosion, c'était une éruption qui... Il accusait directement le juge, non pas par diffamation, mais avec une tristesse franche et franche. Le juge Hargrave s'était moqué de lui. Il avait ri quand Léonard était incapable de citer un précédent. Il avait souri quand Léonard avait mal prononcé « amicus ». Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Car dans sa main, Léonard tenait quelque chose de plus lourd que n'importe quel manuel de droit. Un dossier épais de signatures, plus de 200 000, des Américains de tous les horizons, des vétérans à la retraite, des travailleurs sociaux, des adolescents, des pasteurs, des juges. Tous exigeaient ce que le tribunal n'avait pas réussi à faire, la responsabilité. Il leva le dossier déclarant que ces signatures représentaient non seulement l'indignation, mais aussi des actes. Elles exigeaient des enquêtes judiciaires. Elles réclamaient l'obligation de caméras corporelles dans tout l'État. Et ce n'étaient pas de simples revendications théoriques griffonnées sur des pétitions en ligne. Elles avaient été présentées au Congrès, et le Congrès avait écouté. Un mouvement soudain sur le côté de la salle d'audience attira toutes les têtes vers les portes. Un greffier fit irruption, essoufflé, une tablette à la main. Il s'approcha du tribunal et tourna l'écran vers le juge. Au même instant, l'écran mural s'alluma. Une conférence de presse se tenait devant le Capitole. Un député se tenait derrière une estrade, serrant le dossier de Léonard d'une main, le dôme du Capitole s'élevant derrière lui. La voix de l'homme était ferme, inébranlable. Il annonça à la presse que la loi Massé serait présentée le matin même, un projet de loi visant à garantir la transparence du maintien de l'ordre, des commissions de surveillance civile obligatoires et des sanctions sévères pour la falsification de preuves ou la suppression d'images de caméras corporelles. La foule devant le palais de justice haleta, les téléphones s'allumèrent, les étudiants chuchotèrent. Même quelques policiers baissèrent la tête. Pour la première fois, le juge Hargrave resta sans voix. Il se renversa dans son fauteuil, la bouche légèrement entr'ouverte, tandis que le poids de la surveillance nationale commençait à peser sur lui. Il ne protesta pas. Il n'interrompit pas. Il se contenta d'observer tandis que l'institution qu'il maniait autrefois comme une arme se dévoilait désormais devant le pays. La voix de Léonard s'adoucit, il plia discrètement le journal et le posa sur la table. Il ne regarda ni les caméras ni les médias bruyants derrière lui. Il ne s'adressa ni au juge, ni à la salle d'audience bondée, ni aux membres du congrès du centre-ville. Il se tourna simplement sur le côté et commença à sortir. Le monde tourbillonnait autour de lui, ampoules clignotantes, questions criées, manifestants en liesse, mais ses paroles restèrent inchangées. Il ne parla ni de justice, ni de vengeance, ni de réforme. Il ne fit que répéter ce qu'il disait depuis le début, les mots qu'il avait soutenus quand le monde se moquait de lui, les mots qu'il avait soutenus pendant des nuits d'incertitude, de culpabilité et de prière. Il voulait juste que son fils rentre à la maison. Les portes s'ouvrirent à son passage, la foule se dispersant autour de lui comme des vagues autour d'une pierre. Les policiers ne l'arrêtèrent pas. Les fonctionnaires du tribunal ne le retinrent pas. Ils se contentèrent d'observer. Certains avec admiration, d'autres avec honte. Tous comprirent enfin que ce n'était plus le chagrin d'un concierge. Ils avaient assisté à la prise de conscience, le début de quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Dehors, l'atmosphère était électrique. Des manifestants brandissaient des pancartes à son nom. Des familles arboraient des t-shirts à l'effigie de Darien. Un groupe d'étudiants scandait des slogans pour des réformes. Des journalistes lancèrent des questions sur le gouverneur, sur la loi, sur le juge. Mais Léonard ne s'arrêta pas. Il marchait avec la même dignité tranquille qu'il avait toujours manifestée,
des salles d'attente des hôpitaux aux parloirs des prisons. Il passa devant une fresque de son fils, peinte pendant la nuit sur le mur du tribunal. La légende en dessous disait simplement « Croyez les pères ». Quelque part derrière lui, dans un coin de la salle d'audience où résonnait encore la voix du député, Hargrave était figé. Et bien qu'aucun verdict n'ait été lu, aucune peine annulée, et aucun coup de marteau ne soit tombé, le vent avait tourné. Dans la salle d'audience, chaque heure apportait un nouveau chaos. Des officiers supérieurs, certains encore en service, d'autres tirés de confortables retraites, étaient conduits à la barre des témoins, le visage figé, le regard souvent rivé vers la galerie de presse où les caméras filmèrent leur malaise en haute définition. Chaque assignation à comparaître avait des répercussions dans tout le système, révélant au grand jour des décennies de corruption enfouies. Le bureau du gouverneur s'est empressé de réagir, invoquant des enquêtes internes en cours pour justifier le report des témoignages. Son attaché de presse a fait de vagues déclarations sur le respect des procédures régulières, mais peu de gens y ont cru. L'atermoiement était évident, le désespoir transparent. Dans un ultime effort pour endiguer la vague, l'équipe juridique du sénateur a déposé une demande de bâillon, tentant d'empêcher la famille Massey et les témoins clés de parler aux médias. Mais la requête est arrivée trop tard. Les murs du silence qui protégeaient autrefois les puissants s'étaient fissurés, et les voix qui s'élevaient à travers ces fissures étaient assourdissantes. Le juge, visiblement débordé, commença à demander des suspensions d'audience de plus en plus fréquentes, parfois toutes les heures. C'était devenu un rituel d'évitement, une vaine tentative d'étouffer un feu déjà hors de contrôle. Mais l'élan avait pris une ampleur telle qu'une suspension d'audience ne pouvait l'interrompre. Ce n'était plus seulement une affaire, c'était un règlement de compte. Le changement de cap eut lieu un mercredi, alors que beaucoup pensaient que le procès avait déjà atteint son apogée. Le palais de justice bourdonnait de fatigue. Les journalistes se frotteraient les yeux injectés de sang, les assistants juridiques triaient des documents d'une main tremblante, et Léonard, assis tranquillement dans la galerie, les doigts entrelacés, le regard fixé sur la chaise du témoin comme si elle contenait le dernier fil de vérité. Puis, sans fanfare ni annonce préalable, une silhouette s'avança du fond de la salle, plus âgée, les tempes grises, avançant lentement mais avec une intention évidente. C'était l'agent Benjamin Lasky, un nom que peu de gens reconnurent au premier abord, mais qui allait bientôt tout changer. Lasky avait pris sa retraite 3 ans plus tôt, son nom enfoui dans les registres départementaux, son passé soigneusement dissimulé au public. Mais il était là, convoqué non pas par assignation à comparaître, mais par conscience. Le silence s'installa dans la salle, tandis qu'il levait la main, prêtant un serment qui sembla plus long que d'habitude, comme si les mots eux-mêmes avaient un poids qu'il n'était pas prêt à supporter. Sa voix trembla d'abord, incertaine, comme celle d'un homme cherchant à retrouver l'honnêteté après des années de déni. Mais à mesure qu'il continuait, son tremblement se transforma en fer. Il confirma tout ce que Léonard Massey avait dit, et plus encore. Les touches du sténographe judiciaire claquèrent frénétiquement tandis qu'il expliquait comment les agents avaient reçu l'ordre de « perdre » les images de la caméra corporelle liées à l'arrestation de Darien. Il nomma les officiers supérieurs, décrivit les appels téléphoniques et, finalement, sans broncher, admit que le sénateur lui-même leur avait assuré qu'il serait protégé, quoi qu'ils détruisent. Des exclamations de surprise s'élevèrent dans la tribune. Le juge se pencha en avant, les yeux écarquillés d'inquiétude. Hargrave tenta d'intervenir, contestant la pertinence des aveux, qualifiant ces derniers de spéculatifs et d'incendiaires. Mais il était déjà trop tard. Dès que Lasky prononça le nom du sénateur, la diffusion en direct explosa sur toutes les plateformes. Les réseaux sociaux, les bannières des chaînes d'information et les gros titres du monde entier fusèrent à l'unisson. La vérité avait franchi les murs de la salle d'audience et s'était ancrée dans l'opinion publique. En quelques heures, la Cour suprême de l'État intervint. Lors d'une session d'urgence convoquée le soir même, elle délivra un mandat de contrôle judiciaire invoquant de graves violations de procédure et une possible partialité.
Hargrave fut démis de ses fonctions en plein procès, une mesure sans précédent qui provoqua une onde de choc au sein de la communauté juridique. Un nouveau collège de juges fut installé au matin, et avec lui, un sentiment de gravité renouvelé. Les jeux étaient terminés. La mascarade était terminée. Lorsque le jugement final fut lu à voix haute, la salle entière sembla exhaler un soupir de soulagement. La condamnation de Darien fut annulée. Aucune condition. Pas de nouveau procès. Le tribunal a reconnu non seulement la condamnation injustifiée, mais aussi les défaillances systémiques qui l'avaient rendue possible. Les journalistes se sont empressés de saisir la formulation exacte, parcourant l'histoire à la plume. Léonard n'applaudit pas. Il ne fondit pas en larmes, ni ne leva les poings en signe de triomphe. Il se tourna simplement vers son fils, plus grand maintenant, plus mince que dans ses souvenirs, mais toujours aussi obstiné, et le serra dans ses bras, plus que n'importe quel mot. Tandis que la salle éclatait en applaudissements, en larmes, en incrédulité, il se pencha et murmura une seule chose. Ils nous ont entendus. La loi Massé fut adoptée 2 mois plus tard. Il fallut des années de souffrances silencieuses, des mois de protestations publiques, et le refus d'un homme de reculer, mais elle devint loi. La législation exigeait des enquêtes indépendantes pour toutes les plaintes civiles contre les forces de l'ordre, imposait des examens rétroactifs des preuves liées aux accords scellés et imposait des sanctions financières aux juges qui ne révélaient pas leur conflit d'intérêts. Les juristes y voyaient un tournant historique en matière de responsabilité. Les groupes de défense des droits civiques estimaient qu'il était grand temps. Mais pour Léonard, il n'était jamais question d'éloge ou de reconnaissance. Il s'agissait de s'assurer qu'aucun autre père n'ait à vivre ce qu'il avait éprouvé, voir la vie d'un enfant se réduire sous le poids des mensonges. Quant au juge Hargrave, le marteau qui avait autrefois rejeté les objections prenait désormais la poussière dans un bureau vide. Il avait démissionné quelques jours avant le début des audiences de destitution. La déclaration qu'il avait publiée était à moitié excuse, à moitié déjouée, une performance politique jusqu'au bout. Léonard n'assista pas à la conférence de presse. Il n'en avait pas besoin. L'homme qui avait autrefois ri de son chagrin était désormais réduit au silence par le système même qui l'avait malmené. Dans les derniers jours de la tempête médiatique, après l'apaisement des manifestations et la disparition des caméras, un journaliste local rendit visite à Léonard dans le parc tranquille où il se promenait souvent seul. Il avait accepté une dernière interview, non pas pour attirer l'attention, mais pour les familles qui continuaient de mener leur propre combat. Le micro claqua. Le journaliste lui demanda ce qu'il dirait à ceux qui traversaient ce qu'il avait enduré. Léonard ne répondit pas tout de suite. Il contemplait l'eau, les mains posées sur sa canne, la posture fière malgré les années qui avaient tenté de le faire plier. Le soleil commençait à peine à se coucher, sa lumière projetant un ruban doré sur le lac. L'espace d'un instant, il sembla ailleurs, perdu dans le souvenir d'une salle d'audience, d'un discours plié, de la première fois où il s'était levé alors que tous les autres restaient assis. Puis, sans se retourner, il répondit enfin. « Ne crie pas pour être entendu, dit-il. Parle pour qu'on ne puisse pas t'ignorer. »